Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo super importante et une vidéo qui me tenait à cœur de faire. Vous savez que je voyage beaucoup, je suis un passionné de voyage. Business en ligne, ça me permet de voyager un peu partout dans le monde, de prendre de l'expérience. J'hésite pas à rester plusieurs mois dans un pays pour m'imprégner de la culture et presque devenir un local dans le pays. Et parmi mes voyages, je suis parti en Palestine il y a de ça quelques années. Mais j'en ai pas parlé en public. Mes amis et ma famille connaissent cette histoire. Mais aujourd'hui, au vu de l'actualité, au vu de ce qui se passe, j'avais envie de vous raconter cette histoire, j'avais envie de vous raconter mon expérience, ce qu'on ne voit pas à la télévision, dans les chaînes d'information continue. J'avais envie de vous raconter comment j'ai ressenti, comment les gens que j'ai rencontrés et surtout la position que j'ai aujourd'hui, la position qui condamne ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment, dans la bande de Gaza, contre le peuple palestinien. Cette bande de Gaza, qui fait à peu près 360-380 km, cette bande de Gaza, qui est peuplée de Palestiniens civils, innocents, et qui aujourd'hui subissent un exode et un génocide. On ne peut pas parler de massacre, on parle de génocide. On parle de crimes contre l'humanité. On parle de bombes au phosphore, interdites par la Convention de Genève. Les bombes au phosphore sont des bombes chimiques qui brûlent et qui sont contagieuses, qui brûlent. Bombes sur un hôpital qui a fait plus de 1000 morts. Parmi eux, il y avait des enfants, des bébés, des personnes blessées, des personnes alitées. Ça s'appelle un génocide. Et aujourd'hui, on n'est pas pro-israélien ou pro-palestinien. Aujourd'hui, on est pro-citoyen du monde. Aujourd'hui, on est contre les injustices. Et si je parle aujourd'hui, j'aurai pas un impact de malade, mais je pense que chacun d'entre nous devrait pouvoir parler, chacun à son échelle. Et je pense que tous ensemble, tous les gens qui ont très peu d'impact comme moi, on pourra avoir peut-être un impact sur quelqu'un qui a un peu plus d'impact et qui lui va prendre la décision d'en parler, qui lui va avoir un impact sur quelqu'un qui aura un peu plus d'impact, ainsi de suite. Si on parle tous d'une même voix et qu'on condamne ce qui se passe tous d'une même voix, je pense qu'on peut avoir autant d'impact que ceux qui ont vraiment de l'impact. Aujourd'hui, je parle pour quoi ? Je parle pour la justice et je parle pour la paix. Alors super, Yasser, tu crois que ta vidéo a 200 vues, tu crois qu'elle va faire quelque chose ? Ok, il n'y a pas de souci, mais au moins, j'aurais fait ma part. Selon moi, toutes ces personnes-là qui ont très peu d'impact, on devrait pouvoir parler, c'est pas grave. T'as peur peut-être d'être mal vu auprès de tes collègues au travail, tu as peur d'être mal vu auprès de tes amis, tu condamnes et tu es là pour représenter la justice et la paix. Et tu condamnes ce qui se passe, c'est-à-dire des milliers de civils qui sont en exode, parce qu'il y a une partie du nord de Gaza à qui on a demandé en 24 heures de se déplacer vers le sud. Il faut savoir que tout le territoire de Gaza, c'est 2,8 millions, il me semble, c'est plus de 2 millions de personnes avec un taux de chômage vers les 80%, donc un très fort taux de chômage. On demande à cette population de se déplacer dans le sud, et ceux qui se déplacent dans le sud se font bombarder. L'hôpital qui a été bombardé est un hôpital dans le sud. Même s'ils veulent passer la frontière égyptienne pour entrer en Égypte, cette frontière-là qui s'appelle la frontière de Rafah, elle est elle-même bombardée. On peut dire qu'ils sont faits comme des rats. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, à l'ère où l'information, elle circule à la vitesse de la lumière, nous, on peut rien faire. On est obligé de regarder comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment de parler, de dénoncer pour la justice, pour la paix. Il y a quelques années de ça, j'y suis allé
Et lorsque j'y suis allé, j'ai atterri, c'était lors de la troisième guerre, c'était après le troisième cessez-le-feu. Le premier et le deuxième cessez-le-feu n'avaient pas été respectés et le troisième avait été respecté. Je suis arrivé le jour du troisième cessez-le-feu sans savoir si celui-ci allait être respecté ou non. Mais de toute manière, mon intention, c'était vraiment de rencontrer les gens et de voir comment ça se passe sur place, en fait. Donc j'ai atterri à l'aéroport de Tel Aviv, Ben Gourion. Après un contrôle de passeport, j'ai fait quelque chose comme 4h30 de garde à vue. Salut. J'ai atterri à 22h30. Il est 2h54. Ils m'ont retenu pendant 4 heures. Là, j'ai été libre à 2h30. Ils m'ont posé plein de questions. Là, je suis fatigué. Parce que forcément, c'était suspect, quelqu'un qui n'était jamais parti en Israël, qui était tout seul. J'étais tout seul. J'étais jamais parti. J'avais un prénom et des origines à consonance arabe, et donc ils m'ont mis en garde à vue. Je suis passé après 3 interrogatoires de 3 personnes différentes, et ces interrogatoires c'était plus ou moins les mêmes questions mais formulées différemment. C'était un interrogatoire en anglais que j'ai terminé. C'était très cordial, sauf le dernier interrogatoire où il y avait légèrement, voilà, il a essayé légèrement de me provoquer, mais comme il a vu que j'étais pas quelqu'un, voilà, qui s'énerve facilement, ou j'étais juste quelqu'un de cool qui voulait juste voyager et rencontrer des gens, ils m'ont dit ok, c'est cool, tu peux y aller. Après 4h30 de garde à vue, donc j'ai pu sortir. Il était quelque chose comme 2h du matin. Et donc je me suis retrouvé au milieu de la nuit, juste à côté de l'aéroport de Tel Aviv, et tout était écrit en hébreu, donc je savais pas où aller, je savais pas quoi faire. J'ai décidé de prendre une route et d'aller tout droit, jusqu'à ce que je rencontre le littoral, le bord de la mer. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que j'ai atterri à Tel Aviv, mon intention c'était d'aller à Jérusalem directement, parce que c'était vraiment ma target, c'était Jérusalem. Mais je suis arrivé un vendredi et j'avais oublié que à partir d'une certaine heure, le vendredi c'est Shabbat. Et Shabbat, ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'y a plus de Sheirout. Les Sheirout, c'est des minibus, des minivans qui circulent de Tel Aviv à Bethléem, à Jérusalem, à Hébron, etc. Ce sont des petits minibus, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir passer le week-end à Tel Aviv. Ce week-end à Tel Aviv, finalement, ça a été très enrichissant pour moi. J'ai pu faire un tour de la ville et j'ai pu voir des choses qu'on ne voit jamais à la télévision ou dans les chaînes d'information continue. J'ai vu notamment la mosquée de Tel Aviv, une assez grande mosquée à Tel Aviv qui est bien peuplée. Donc j'ai été allé du coup la prière du vendredi, c'était rempli, il y avait plein de musulmans. La mosquée elle est quasiment en bord de mer. Et lorsqu'il y a l'appel à la prière, tu l'entends de l'extérieur. Ça, ce sont des choses que, quand je le dis aux gens, les gens ne me croient pas. Mais pourtant, c'est ce que j'ai vu. Mais pourquoi les gens ne me croient pas? Parce que c'est pas ce qu'on voit à la télévision. Maintenant, voilà, j'ai passé le week-end. Ça m'a permis de faire des rencontres aussi. Beaucoup de Français qui décident de s'expatrier directement là-bas, à Tel Aviv. Et certainement pour la qualité de vie. Aussi, ce sont des Français de confession juive. Donc forcément, c'est leur hijra eux un petit peu. Voilà, ils habitent directement dans le pays dans lequel il y a une majorité juive. Et comme eux, ils sont de confession juive, voilà, ils décident d'habiter là-bas. J'ai rencontré aussi des anciens soldats du Tsahal, français, qui ont combattu avec le Tsahal directement. Bref, j'ai fait des rencontres incroyables. Et à la fin du week-end, je me suis rendu à Jérusalem. Lorsque je me suis rendu à Jérusalem, la première chose que j'ai fait, c'est prendre il y avait un petit hôtel qui proposait des matelas sur le toit pour 10 €. À l'époque, j'avais pas d'argent, et même maintenant, j'ai plus d'oseille. Bref, il proposait des lits, des petits matelas à mettre sur le toit de l'hôtel, donc un matelas et une couverture, et pour 10 € la nuit. Et c'était top parce que c'était mon budget. Du coup, je me suis rendu à Jérusalem, dans la vieille ville, où j'ai pu dormir sur le toit et j'avais une vue incroyable sur toute la vieille ville. Et cette nuit-là, parce que je suis arrivé de nuit, cette nuit-là, j'ai pas réussi à dormir.
J'attendais qu'une seule chose, c'était l'heure de la prière de l'aube, donc l'heure de la prière du lever de soleil, pour aller directement à la mosquée Al-Aqsa, qui se trouvait vraiment à quelques mètres de là où je dormais, et pouvoir prier directement à cette mosquée dont j'ai vu les photos depuis que je suis tout petit. Malheureusement, quand je suis arrivé, donc à l'heure de la prière, je suis arrivé devant la mosquée, il y avait un barrage de soldats israéliens qui triaient les personnes qui entraient, qui sortaient. Et ce barrage m'avait expliqué gentiment que il n'y a que les personnes âgées qui rentrent. Et moi, je ne pouvais pas rentrer. I'm French. Je suis français. Je suis français. Il y a personne qui parle français. Do you speak French? If I want to pray, I can or not? Not now? How long I want to stay here? Not stay here. Huh? Not stay here. Very far. France. You need to go here. Okay. And then you're Muslim? Muslim, Yes, yes. I am Muslim, yes. No. You can enter this. I can't. Not now. Oh, Not today. Okay, because I am Muslim. No. Not because this. Okay. No, because I understand. Just about 15 old, okay? Okay, 50. Yes. Ça fait combien? Ça fait 50. Okay. And if I want to take, you speak Ivrit? בסדר. אני יכול לצלם? איפה? איפה? אתה לא יכול להיכנס בפנים. אני לא מבין. You can enter this to the light. Okay. You can picture all the place you want. Of the place. All the place. Of the rock. Not in the Of the rock. Not in the Not today, okay? And okay, سليخ. Alison, Okay, سليخ. if you want to go to entrance, Yes, I want to. come on in about then 11 o'clock, okay? 11 o'clock. Yes, 11 o'clock you can allow to enter. Okay. Okay? That's at 11. The Fajr is. No, Fajr. Fajr you can is enter. more. Okay. Just in 11 o'clock, okay? Okay. أين بآية. Bye. Okay. Bon, ben, les travaux, سليخ. Vous avez entendu quoi? Oh les gars, c'est interdit. Hein. Je me suis fait recaler par le tsal. Donc je voyais plein de jeunes qui étaient assis devant le barrage et qui pouvaient pas entrer en fait à la mosquée. Et du coup c'était ma première, on va dire, expérience à l'intérieur de Jérusalem, un espèce de blocus. Les tensions, elles étaient déjà très très fortes. C'était le lendemain du cessez-le-feu. Et donc, on voyait clairement que la vieille ville de Jérusalem, elle était contrôlée par les soldats du Tsahal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a demandé de revenir pour la prochaine prière, qui se trouvait entre midi et 2. Voilà. C'est donc la prière de Dohar, celle qui est la deuxième prière de la journée. Donc, j'ai patienté. Et à la deuxième prière de la journée, effectivement, l'esplanade des mosquées, elle était ouverte. Donc, mais avant ça, il y avait toujours le petit barrage, et le petit barrage m'a bloqué, et il m'a demandé si je suis musulman. J'ai dit oui, je suis musulman. Et après, il m'a demandé, alors récite-moi une sourate. J'ai dit laquelle tu veux que je te récite? Il m'a demandé de réciter la sourate de l'ouverture. Je dis c'est tout, mais ça c'est facile, demande-moi quelque chose. Et du coup, bon, j'ai récité, et en fait, pour prouver que tu es musulman, fallait réciter, et à ce moment-là, tu pouvais entrer dans la mosquée. Et dès que je suis entré dans la mosquée, je me suis fait arrêter par quelqu'un d'autre,
qui représentait en fait l'autorité palestinienne. Donc il avait aussi un uniforme avec le drapeau de la Palestine, et lui en fait devait contrôler si j'étais un touriste ou si j'étais un musulman qui venait pour prier. Parce que des fois, les soldats du Tzahal faisaient exprès de faire rentrer des touristes, puis l'autorité palestinienne derrière, elle devait l'arrêter en disant c'est l'heure de la prière, c'est pas du tourisme, donc voilà, on peut pas faire de tourisme, il y a des heures pour le tourisme et tout. Et du coup, les touristes étaient dégoûtés, et pour les touristes, les méchants, c'était, entre guillemets, les méchants, c'était l'autorité palestinienne. Alors que les soldats du Tzahal savaient très bien que en faisant rentrer des touristes, ça allait créer un problème. Bref, tout ça, je vous raconte, c'est ce que j'ai vu, ce sont des témoignages, ok ? Donc, incroyable. Tel Aviv, c'est incroyable. Jérusalem. Tel Aviv aussi, c'est très beau, Tel Aviv. Il faisait bon vivre, hein. Il faisait beau, il y avait du monde à la plage. On dirait pas que c'était en guerre, hein. On dirait vraiment pas que c'était en guerre. Jérusalem, la vieille ville, c'est incroyable. Tu vois, en fait, toutes les religions, les communautés de religions monothéistes vivre ensemble, tu vois. Et c'est incroyable, parce que tu te retrouves avec le quartier musulman, le quartier chrétien, le quartier juif, et en fait, quand tu sors dans les rues, tout se mélange. Et il y a une espèce de tension dans l'air, mais c'est difficile à décrire, tu vois. Mais c'est juste incroyable. Et puis la vieille ville, quand je te parle de la vieille ville, c'est vraiment des routes très sinueuses qui montent, qui descendent, très étroites. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de vélo, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de scooter. C'est très étroit. Des fois, il y a des petites cavités. Des fois, vraiment, c'est un mood Assassin's Creed. Tu vois, c'est vraiment ce genre de mood, et j'avais trouvé ça incroyable. Après mon expérience à Jérusalem, j'ai décidé d'aller à Ramallah. Avant ça, j'ai décidé d'aller à Bethléem. Bethléem, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le berceau, on va dire, c'est là où est né Jésus-Christ, donc Isa alayhi salam, c'est là où est né Jésus, et c'est là où il y a une population de chrétiens majoritaire. Donc il y a quasiment que des chrétiens à Bethléem. Et ce qu'il faut savoir, et ce qui est impressionnant, c'est que la majorité d'entre eux aussi sont palestiniens. Donc ils te le disent, voilà, je suis palestinien et je suis chrétien. Je suis chrétien palestinien. Et ça m'a permis de rencontrer plein de personnes, notamment Taoufir, donc c'était un chrétien palestinien que j'ai croisé sur ma route. Il était dans son garage, je suis passé devant son garage, il m'a invité à boire un petit café, et du coup on a discuté ensemble, et cette discussion elle m'a beaucoup marqué. Elle m'a beaucoup marqué parce qu'il se trouve que Taoufir c'est un Gazaoui, donc il est né à Gaza, il a grandi à Gaza, et puis au fur et à mesure de son histoire, de sa vie personnelle, il a pu quitter Gaza pour vivre à Bethléem auprès de sa communauté, puisque il est chrétien. Et à Bethléem, c'est une communauté chrétienne. C'est pas rare à Bethléem de voir des drapeaux palestiniens qui flottent, même sur des églises, les églises qui portent le drapeau palestinien. Donc, encore une fois, c'est un témoignage. Je témoigne de ce que j'ai vu. Après Bethléem, j'ai décidé d'aller du côté de Ramallah. Ramallah, c'est incroyable. Ramallah, déjà, pour aller à Ramallah, il faut prendre un bus. Et ce bus, il traverse un rideau de fer. Ok ? Ce bus va traverser un rideau de fer. C'est quoi un rideau de fer ? C'est littéralement un rideau en fer, où il y a bien sûr l'autorité israélienne qui va faire des contrôles. Alors tous les Palestiniens qui sont dans le bus devront quitter le bus, et tous les étrangers comme moi devront rester dans le bus. À ce moment-là, les Palestiniens dehors, ils vont faire la queue, et moi, je vais rester dans le bus, et il y a un Israélien qui va monter dans le bus et qui va contrôler les passeports des étrangers, c'est-à-dire de moi. Et à l'extérieur, je peux voir les Palestiniens qui font la queue, et chacun son tour, qui se font contrôler pour remonter dans le bus. Et je vois bien que il y a une sorte de routine qui est entrée dans ce protocole, parce que tout simplement quand je les vois, je vois un qui regarde même pas, l'autre il scrolle sur son téléphone, et ça se voit que en fait ils font ça à longueur de journée, tu vois, ce genre de contrôle. Donc on passe le rideau de fer et on arrive à Ramallah, et là c'est un autre monde.
ce que je vois, c'est incroyable. Alors déjà, Ramallah, c'est palestinien à 100%, ça se trouve en Cisjordanie. C'est palestinien à 100%. Celui qui me dit que la Palestine n'existe pas, il n'est jamais parti à Ramallah. Parce que Ramallah, j'ai l'impression que j'étais au Maroc. Il y avait des calèches avec des chevaux sur la route. Les plaques d'immatriculation, c'est pas des plaques israéliennes, c'est des plaques palestiniennes. Les commerces autour, tout est écrit en arabe. La canette de coca, c'est écrit en arabe. Comme au Maroc en fait, alors qu'à l'extérieur de Ramallah, tout est écrit en hébreu, même les canettes de Coca-Cola, c'est écrit en hébreu, tu vois. En tout cas, voilà, c'était une expérience incroyable. Et là-bas, il y avait des restaurants, il y avait la fête le soir, c'était pas rare de voir des restaurants ouverts avec de la lumière, de la musique, et j'avais vraiment l'impression d'être à Marrakech, quoi, quelque part à Marrakech, tu vois, c'était incroyable. Après ça, j'ai pu visiter Hébron. Entre-temps, j'ai fait des rencontres, je suis parti à la mer Morte, où j'ai pu voir la Jordanie de loin, j'ai pu me baigner, j'ai flotté sur la mer Morte, c'était une good expérience. Et puis, après ça, donc, je suis allé à Hébron. Hébron, qui est aussi un territoire palestinien, mais celui-ci, à la différence de Ramallah, c'est un territoire palestinien qui a été colonisé. Donc, enfin, il y a des colons partout, il y a des barrages partout. Pour rentrer à la grande mosquée d'Hébron, il faut passer un espèce de barrage israélien, parce qu'en fait, la grande mosquée d'Hébron, elle est collée à la synagogue. Si tu veux, dans cette grande mosquée d'Hébron, il y a les tombeaux de Abraham, Ishaq et c'est tout. Abraham et Ishaq, si je me trompe pas normalement, et leurs épouses respectives. Donc Abraham, qui est, selon donc les Juifs, le père du judaïsme. Okay, donc cette mosquée-là, elle a à l'intérieur ces deux tombeaux, et cette mosquée, en fait, elle est collée à une synagogue, et entre eux, il y a un seul mur, et ce mur-là, il y a une fenêtre. Ça fait que de la mosquée, tu peux voir l'intérieur de la synagogue, et de la synagogue, tu peux voir l'intérieur de la mosquée. L'intérêt de cette fenêtre, c'est pour les fidèles juifs dans la synagogue qui puissent avoir un accès visuel au tombeau d'Abraham et de Isaac. Okay, donc ça, c'était incroyable de voir ça. Et lors du barrage, avant de rentrer à la mosquée, le soldat me demande si j'ai un couteau. Je lui dis, qu'est-ce que je vais faire avec un couteau, frère? C'est pas le moment de ramener un couteau. Ça, t'inquiète pas, je suis au courant. Bref, c'était vraiment incroyable. Après ça, j'ai décidé d'aller à Gaza. Ça me tenait à cœur d'aller à Gaza parce que je me suis dit, je suis pas venu ici et pour éviter en fait d'aller, je suis pas venu ici pour rien. Autant aller dans le sud, autant en profiter maintenant que je suis là. Pour arriver jusqu'à Ashkelon. Ashkelon, c'est une ville israélienne. C'est la ville la plus proche de Gaza. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun bus qui ramène à Gaza, il n'y a rien qui ramène à Gaza. Le seul moyen d'aller à Gaza, en tant que particulier comme moi, c'est d'arriver à Ashkelon et de prendre un taxi à Ashkelon et de demander au taxi de nous ramener jusqu'à la porte d'Erez. La porte d'Erez, c'est donc cette frontière entre Gaza et cette porte en fait entre Gaza et Israël. Okay, parce que Gaza c'est un territoire palestinien. Et qu'est-ce qui se passe? Donc je suis arrivé à Ashkelon. À Ashkelon, j'ai pris un taxi. On a fait quelque chose comme 30 ou 45 minutes de taxi, si je dis pas de bêtises. Et le trajet, en fait, tu remarques que c'est un désert. Pendant tout le trajet, c'est rocheux et sableux, il y a des cailloux partout, mais c'est vraiment désertique, tu vois. Jusqu'à ce que j'arrive à la porte d'Erez. Et à la porte d'Erez, je décide de faire la queue, parce qu'il y avait des Gazaouis qui revenaient de leur permission. Il faut savoir que à cette époque-là, les Gazaouis avaient des permissions 24, 48, 72 heures pour pouvoir acheter, par exemple, des couvertures ou acheter des trucs qu'ils ne pouvaient pas acheter directement sur place à Gaza, parce qu'il n'y en avait pas, tout simplement. Donc, ces personnes-là ont des... et souvent, c'était des femmes. Il y avait beaucoup de femmes. Ils avaient donc des autorisations de sortie pour pouvoir faire leurs achats, et là c'était le moment d'entrée. La porte d'Erez, elle fermait dans 1 heure, donc moi je me suis dit ok, j'ai 1 heure pour convaincre le gars d'entrer. Je m'étais renseigné avant et il fallait être médecin. Il fallait être médecin pour pouvoir, en tant qu'étranger,
fallait être médecin, parce que j'avais pas la carte de Gazaoui, parce que je suis pas Gazaoui, fallait être médecin pour entrer, et il laissait entrer que les médecins pour rejoindre l'hôpital justement, ce même hôpital qui a été bombardé, l'hôpital dans le sud de Gaza. Donc moi, dans la queue, j'ai parlé avec ces personnes-là qui faisaient la queue, et ils m'ont tous dit, mais tu vas jamais rentrer, c'est sûr et certain. Et moi je leur dis, mais c'est pas grave, je vais essayer, c'est pas grave. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'ils sont tous entrés, moi j'étais à la fin de la queue, et quand c'était à mon tour, j'étais devant le soldat, et je lui dis, voilà, je suis médecin, on m'attend, je suis allé au culot, je suis allé vraiment en mode, voilà, j'étais un acteur, mais j'étais fort, tu vois, j'étais un bon acteur. Je lui dis, voilà, je suis médecin, je suis étudiant en médecine, et du coup, on m'attend là-bas, Il m'a dit, ok, pas de souci, il m'a dit, fais voir juste le papier. Et là, j'ai dit, ouais, y a pas de problème. Sauf que j'avais pas de papier. J'ai dit, ok, y a pas de problème. J'ai dit, c'est dans mon sac. J'avais un espèce de sac de randonnée, tu vois. Et il me dit, ok, bon, pas de problème, fais voir le papier. Et là, je commence à chercher le papier. Je cherche quelque chose qui n'existe pas. Et je crois que j'ai mis quelque chose comme 50 minutes à chercher. Et je lui dis, non, t'inquiète. En fait, j'attendais juste qu'ils me disent, c'est bon, entre, t'inquiète, y a pas de souci. Et après, j'allais me débrouiller pour sortir, c'est pas un problème. Un passeport français, normalement, tu sors de tous les problèmes, y a pas de souci. Du coup, je commence à chercher un papier qui n'existe pas, et j'insiste, je dis, t'inquiète, je l'ai. Et la chance que j'ai eue à ce moment-là, c'est que j'ai été face à un soldat qui était super compréhensif, super patient surtout. Il a été super patient avec moi, il a été super gentil avec moi. Il m'a dit, écoute, il n'y a pas de souci, prends ton temps, tu sais, moi j'aimerais bien te faire rentrer, mais j'ai des directives, je peux pas te laisser. En fait, il m'a parlé très cordialement, tu vois, et parce que j'avais pas eu cette expérience à Jérusalem avec certains soldats, tu vois. Et au bout à la fermeture de la porte d'Erez, là il m'a dit, désolé, je peux pas te laisser rentrer, t'as pas le papier. Je dis bon, ok, y a pas de problème. Dans ma tête, au moins j'aurais tout essayé. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré le taxi pour rentrer à Ashkelon, et de Ashkelon, j'ai repris le bus pour 6 heures, je crois, de bus. Je sais plus si c'était 6 heures au moins, ou peut-être c'était 6 heures l'aller et le retour, ouais, je sais plus. Mais bref, et de là après, je suis monté jusqu'à Tel Aviv pour prendre mon vol retour, et je suis rentré en France avec changé. Je suis rentré en France totalement changé. Ça, c'était avant la création de cette chaîne YouTube. Je suis rentré en France, c'était vraiment un déclic. J'étais sorti de ma zone de confort. J'avais rencontré des gens incroyables. J'avais rencontré des enfants qui vivaient près de la mosquée Al-Aqsa. J'avais rencontré le responsable de la mosquée Al-Aqsa qui m'a montré l'intérieur du dôme du rocher. J'avais participé à une espèce de manifestation parce qu'il y avait les soldats du Tsahal qui s'étaient invités sur l'esplanade des mosquées pour faire des rondes en fait. Et du coup, il y avait des femmes, des enfants et des hommes qui ont improvisé une manifestation pour les faire sortir. Et j'avais assisté à tout ça, tu vois. Et c'était incroyable. C'était juste incroyable. Et j'étais revenu. Et quelque part, j'avais un sentiment, j'étais super content d'être revenu, parce que j'étais resté quand même pas mal de temps. Et puis, il y avait beaucoup de pression, il y avait à un moment, j'avais perdu mon passeport, j'avais oublié mon sac dans un taxi, et dans mon sac, il y avait mon passeport. Donc, grosse panique, je commence à appeler un taxi au hasard, il y a quelqu'un qui parle français qui m'aide, je retrouve mon sac, bref. Et le fait de rentrer, ça m'a vraiment soulagé. Mais en même temps, ça m'a changé. Ça m'a vraiment changé. Et puis, en partant, c'était quelque part l'objectif. C'est de pouvoir revenir plus grand, pouvoir revenir plus fort, et surtout, en ayant quitté ma zone de confort aussi radicalement, le fait de re-rentrer en France, le fait de re-rentrer dans cette zone de confort, ça me force et ça me pousse à faire en sorte de devenir et d'être quelqu'un de meilleur, en tout cas de faire en sorte que tous les jours je sois quelqu'un de meilleur qu'hier, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, mon seul message, c'est parler au nom de la justice, parler au nom de la paix. Et n'hésitez pas à parler. Il n'y a pas de honte à parler au nom de la justice. Il n'y a pas de honte à parler au nom de la paix. Donc, je suis avec Sadeghi Taoufir, un Gazaoui
j'ai rencontré là, je marchais sur le trottoir là. Il m'a appelé, il m'a dit viens prendre un café. Et il m'a raconté son histoire et il a un message pour la France. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالفرنسيين، وانا حبيت انه ياسر انه يجي يزورني، واحنا سكان غزه واحنا بنحب الشعب الفرنساوي، واهلا وسهلا فيكم. ما تخافوا، تعالوا على فلسطين، تعالوا شوفوا مشاكلنا في فلسطين، في عندنا مشاكل في فلسطين، يا ريت تساعدونا في اي موضوع في فلسطين، تساعدونا في الاقتصاد تبعنا. احنا مسكر علينا كل شيء، مسكر علينا في فلسطين، احنا ما بنقدر نروح ولا على الاقصى، كأنا مسيحي ما بنروح على القيامه، ولكن انتم الشعب الفرنساوي اهلا وسهلا فيكم، ما فيش مشاكل، اهلا وسهلا فيكم الشعب، ما تخافوا، ليش تخافوا؟ ما فيش شيء، ما فيش شيء، كل الشرق الاوسط، كل هذا التلفزيون هذا كله امريكان، هذا بيقولوا انه داعش ما داعش، لا هذا كله غلط، احنا عايشين مع بعض وهي ياسر وشربنا انا وياه مع بعض وتحدثنا وكل شيء، احنا بنحب الشعب المغربي وكل الشعوب، مش بس المغربي والفرنساوي، كل الشعوب. اهلا وسهلا بكل العالم، اهلا وسهلا في الفرنساويين، ونحن بنحب الرئيس الفرنساوي ونحب الشعب الفرنساوي ونحب الاسلام ونحب المسيحيه، فيش فرق بين المسيح والمسلم، احنا كلنا اولاد الله، احنا كلنا اولاد 9 اشهر. اهلا وسهلا بالشعب الفلسطيني، اهلا وسهلا بالشعب الفرنساوي، تعالوا زورونا، اهلا وسهلا، تعالوا، ما تخافوا، ما هذا كله، هذه الدعايه امريكانيه، هذا كله دعايه كلام فاضي، اللي انتم بتسمعوه بالاخبار هذا كلام فاضي. هي ياسر مبسوط، راح على فلسطين ومبسوط، هو شاف شيء ثاني، ما شاف انه بيسمع بالتلفزيون كل شيء بيسمع، ما بصير كل التلفزيون كله هذا كله كلام فاضي. اهلا وسهلا في فرنسا، واهلا وسهلا بالشعب الفرنساوي، شكرا لكم.